Merci. Bien, alors il est temps de reprendre et de terminer donc cette journée consacrée à la rumeur avec cette table ronde qui, comme je l'ai annoncé ce matin, va aussi essayer de réfléchir à l'infox, plus spécifiquement à l'infox, et en tout cas au passage de la rumeur à l'infox. Alors tout de suite, je dois vous présenter les excuses de Sandra Logier, qui était annoncée et qui devait participer à la table ronde, mais qui, pour des raisons, de bonnes raisons, ne peut pas se joindre à nous. Voilà, elle m'a demandé de l'excuser auprès de vous. Voilà. Alors, je vous présente tout de suite les deux participants de la table ronde et ensuite je vous dirai comment nous allons fonctionner. Alors, à ma droite, Romain Badouard, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris 2, Panthéon-Assas, enseignant aussi à l'Institut français de la presse, c'est ça ? Et ses recherches portent sur la gouvernance d'Internet, mais aussi sur les mobilisations politiques et la participation citoyenne en ligne, spécifiquement. Et il est l'auteur d'un livre tout récent, en 2017, Le désenchantement de l'Internet, désinformation, sous-titre Désinformation, rumeurs, propagande, chez FIP Éditions. Et à ma gauche, Manuel Cervera Marzal, qui est chargé de recherche à l'Université de Liège, chercheur postdoctoral au LabEx Med, c'est à Aix-Marseille, c'est ça ? Voilà. Bon. Et qui a travaillé sur l'histoire, les pratiques et la théorie de la désobéissance civile, et notamment. Et il a publié il y a peu un ouvrage, alors qui est évidemment au cœur de nos réflexions, Post-vérité, : faut-il s'en réjouir ? Aux éditions du Bordelot. Alors, on va évidemment, je vais d'abord leur donner la parole, et ensuite peut-être en guise de conclusion de cette journée, on aura peut-être un moment d'échange à nouveau avec la salle pour revenir sur à la fois ce qui va se dire dans cette table ronde et puis ce qui s'est dit de manière générale aujourd'hui. Donc ce sera le moment de poser à nouveau toutes les questions que vous vous posez encore. Alors, en guise d'introduction, avant de vous donner la parole pour votre présentation, on a appris, me semble-t-il, beaucoup de choses aujourd'hui sur la question de la rumeur. Il serait un peu présomptueux de ma part de vouloir en faire une synthèse, notamment parce que les différents cas de rumeurs qui ont été analysés soit par nos collègues historiens ce matin, soit par ce qui s'est dit cet après-midi à la fois sur le terrain donc africain et aux Antilles, nous montrent que, au fond, si les rumeurs ont une structure commune, elles ont quand même aussi des différences qui sont liées à des circonstances extrêmement précises. C'est pas une rumeur en temps de crise, ce n'est pas visiblement la même chose qu'une rumeur plus profonde, plus structurelle, qui fait écho à des préoccupations sociales plus grandes, par exemple, et qui plus ancrées d'une certaine manière dans l'opinion. Mais on a quand même appris, me semble-t-il, deux choses qui sont assez intéressantes, et je ne sais pas si d'ailleurs vous rebondirez là-dessus, mais la première chose, moi, qui m'a frappé, c'est qu'on a quand même appris qu'il était très difficile de lutter contre les rumeurs, et qu'en tout cas, un des mauvais moyens de lutter contre la rumeur, c'était de lui opposer un discours rationnel. Le discours rationnel, m'a-t-il semblé, soit il est au fond impuissant, soit il arrive trop tard. Il arrive une fois que la rumeur, de toute façon, s'est déjà amplifiée, a fait son travail d'une certaine manière, et Julien Bonhomme nous a bien montré, par exemple, qu'une rumeur, elle disparaît parce qu'elle s'épuise d'une certaine manière d'elle-même, ou qu'elle est remplacée par un autre type de rumeur ou d'information, mais qu'au fond, il est très difficile de démentir des rumeurs. Et puis, la deuxième chose qui m'a paru très intéressante, c'est qu'au fond, la rumeur a cette différence avec la fake news ou l'infox, cette différence fondamentale, qui est liée à l'intentionnalité. Une rumeur, au fond, n'a pas d'intentionnalité, alors que l'infox, évidemment, elle est gouvernée par une intention. Alors, en même temps, cette différence, me semble-t-il, nous amène quand même à réfléchir sur la structure commune de propagation qu'il y a dans l'infox et de la rumeur. Parce qu'au fond, si l'infox est une rumeur intentionnelle, si j'ose dire, enfin, et c'est la différence avec la rumeur, elle épouse quand même la structure de propagation de la rumeur, et il me semble que ça, c'est un point sur lequel nous pourrions utilement revenir. Alors, on va commencer par vous, Romain Badouard, si vous êtes d'accord, juste par et pour une présentation d'une une grosse dizaine de minutes, à partir de laquelle nous pourrons revenir justement
et sur les différentes questions que vous avez évoquées. Voilà, je vous laisse la parole. Ça marche. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Alors malheureusement, moi, j'ai pas pu être là aujourd'hui, donc j'ai pas pu assister aux autres communications. Mais effectivement, sur cette question de la table ronde, il me semblait que la question qu'on allait se poser, c'était de savoir qu'est-ce qui différenciait justement cette question des infox, des fake news, des phénomènes actuels de désinformation en ligne par rapport aux phénomènes plus traditionnels de rumeurs. Voilà, qu'est-ce qui caractérisait vraiment le phénomène qu'on connaît aujourd'hui? Et moi, il me semble qu'il y a quand même trois caractéristiques. Il y a beaucoup de points communs, évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas nouvelles. Il y a quand même trois caractéristiques qui me semblent importantes à souligner. La première, c'est plutôt un élément de contexte. C'est que les réseaux sociaux sont devenus une des portes d'entrée principales des citoyens et des citoyennes vers l'information d'actualité, et que justement sur le marché de l'information que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, eh bien, les fausses informations concurrencent directement les informations traditionnelles, ce qui me semble n'était pas vraiment le cas auparavant. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des rumeurs traditionnelles, alors dans le monde occidental et dans une période récente, on sait que la rumeur... les gens qui la partagent n'y croient pas forcément, mais que partager une rumeur, ça fait fonctionner le lien social. Pour autant, on ne va pas mettre forcément au même plan ce qui relève de la rumeur de ce qui relève d'une information. Moi, je sais qu'au lycée, on disait à l'époque que sur les paquets de Marlboro, il y avait des signes cachés du Ku Klux Klan ou des symboles antisémites qu'on pouvait découvrir si on avait l'œil affûté. On n'y croyait pas forcément, mais on en parlait quand même, on contribuait à diffuser la rumeur. Par contre, de manière intuitive, je pense qu'aucun des lycéens ou lycéennes qui circulaient ces rumeurs n'aurait mis sur le même plan cette rumeur, justement, et une information publiée dans Le Monde ou qu'on pouvait voir au JT le soir. Sur les réseaux sociaux, justement, ce que font les réseaux sociaux, c'est de mettre toutes les sources au même niveau, c'est-à-dire que les sources vont apparaître sous le même aspect, la même typographie, la même présentation, le même design, cette source qui est écrite tout en bas du post, ce qui fait que lorsqu'on n'a pas un œil, un regard aiguisé, on ne va pas forcément différencier les différentes sources d'informations qu'on va consulter sur un réseau comme Facebook, par exemple. Et ça, c'est très important parce que justement, ça redessine les circuits de la confiance dans les sources. Là, je pense aux travaux de Louise Merzo, notamment sur cette question-là, où elle montre bien que généralement, dans le monde des médias pré-Internet, alors c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais on va identifier des marques de médias auxquels on fait confiance. On peut avoir confiance dans Le Monde, Libération, Le Figaro, Radio France, France Télévisions. Là encore, ça ne veut pas dire qu'on va croire tout ce que nous disent ces médias, mais quand même, on a un certain niveau de confiance par rapport à ces sources. Alors que sur les réseaux sociaux, étant donné que la source est très peu visible, la source passe au second plan par rapport à l'identité de celle ou celui qui va partager l'information. C'est-à-dire que si un de mes contacts partage une information qui n'est pas fiable, mais que j'ai confiance en cette personne, je vais avoir tendance à faire confiance à la source d'information, alors qu'inversement, quelqu'un dont je me méfie, qui va partager une source fiable, je vais plutôt avoir tendance à me méfier de ce qu'il partage parce que la personne passe avant la source, si je puis dire. Donc ça, c'est un point important de voir comment les réseaux sociaux vont redessiner justement les circuits de la confiance. Une deuxième grande différence, me semble-t-il, c'est l'usage de ces fausses informations à des fins de propagande politique. Alors là non plus, c'est pas nouveau. La rumeur comme outil de propagande, c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé ça. Cela dit, ce que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est une capacité de ciblage des populations visées qui est sans commune mesure avec ce qui existait auparavant. Et donc c'est cette alliance entre, d'un côté, la désinformation et de l'autre, le marketing ciblé des réseaux sociaux, qui produit un outil de propagande qui est extrêmement puissant. Et ça, on l'a bien vu lors des campagnes sur le Brexit, lors de la campagne américaine qui a fait élire Donald Trump, ou même la campagne française de 2017. C'est-à-dire que ce que permet un réseau social comme Facebook, par exemple, c'est de cibler
très précisément une audience en fonction de ses critères sociodémographiques. Est-ce qu'on veut parler à des jeunes, à des seniors, à des hommes, des femmes, des gens qui vivent en ville, à la campagne? Ok, jusque-là, tout va bien. En fonction de leur centre d'intérêt, est-ce qu'ils écoutent plutôt du rap, de la musique classique, du rock? Quel type de sport ils pratiquent? Et puis, en fonction de leur comportement, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils achètent? Et des choses encore beaucoup plus précises. Alors, c'était le Washington Post qui avait révélé dans une enquête que Facebook avait à peu près 99 critères différents pour catégoriser ses audiences. Donc, au-delà de ce que je vous ai dit, Facebook peut évaluer quel est le modèle de la voiture qu'on conduit, le métrage carré de notre appartement, si on vit loin de notre famille. Voilà, vraiment nous définir de manière très précise. Et donc, ces outils de ciblage marketing qui servent à faire vendre des produits sont mis à disposition de communicants politiques pour justement délivrer des messages à des audiences très précises. Alors dans le cas du Brexit, par exemple, c'était vraiment très intéressant parce que les équipes pro-Brexit allaient adapter leurs messages aux audiences des différentes régions du Royaume-Uni en fonction d'enjeux très locaux, justement pour les pousser à voter pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, donc, une capacité de ciblage très forte. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, oui, mais est-ce que ça marche? Ça, évidemment, il n'y a aucune étude qui peut prouver qu'on peut convaincre des gens de voter pour le Brexit ou de voter pour Donald Trump parce qu'ils ont vu des fausses informations sur les réseaux sociaux. Et même les études sur la question ont plutôt tendance à montrer le contraire. Alors là, dans la longue tradition des études de médias sur l'influence des médias sur l'opinion en temps de campagne, on se rend compte que, en fait, non, l'influence est toute relative, que c'est plutôt ceux qui partagent des fausses informations qui sont des gens convaincus. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais les fausses informations en France comme aux États-Unis, à visée politique, sont majoritairement produites par des réseaux d'extrême droite. Et donc, on s'aperçoit que celles et ceux qui les partagent sont plutôt des gens déjà convaincus par les thèmes et les valeurs d'extrême droite que des gens indécis qui seraient amenés à changer leur opinion ou leur vote durant la campagne. Donc, une capacité d'influencer l'opinion qui est somme toute relative. Cela dit, ceux qui produisent ces fausses informations politiques ne cherchent pas forcément à convaincre les internautes. Ils cherchent plutôt deux autres choses. D'abord, un pouvoir de mise à l'agenda. C'est-à-dire que si on arrive à saturer les réseaux sociaux de fausses informations, par exemple sur les migrants, on ne va pas forcément convaincre des progressistes que les migrants sont un problème. Par contre, on va essayer d'instituer l'idée que la question des migrations, c'est une question essentielle sur laquelle on doit se prononcer lorsqu'on vote. Donc cette question de mise à l'agenda, c'est un peu un effet indirect, mais qu'il faut prendre en considération. Et le deuxième effet indirect, c'est la démobilisation. Et quand on regarde, par exemple, lors de la campagne américaine, ce qu'a fait l'IRA, l'Internet Research Agency, donc cette agence qui est proche du Kremlin, qui a investi beaucoup d'argent pour produire des fake news pro-Trump pendant la campagne américaine, l'IRA n'a pas du tout cherché à convaincre des indécis de voter Trump. Ce qu'a fait l'IRA, c'est chercher à démobiliser l'électorat démocrate en utilisant les capacités de ciblage marketing des réseaux sociaux, et notamment en visant les minorités ethniques. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, notamment les Noirs américains, les Afro-américains, ont plutôt tendance à voter démocrate que républicain. Donc qu'est-ce qu'a fait l'IRA? Ils ont publié des fake news disant que Hillary Clinton soutenait les policiers américains dans le cadre des violences policières contre des Afro-Américains aux États-Unis, tout le mouvement Black Lives Matter, etc. Ce qui était faux. Hillary Clinton n'avait jamais fait aucune déclaration en ce sens, mais ils ont produit des articles disant Hillary Clinton soutient les policiers, etc. Et ils ont demandé à Facebook que cette fausse information soit visible de tous les gens qui avaient adhéré au groupe Black Lives Matter aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce mouvement qui, justement, essayait de défendre les droits des Afro-Américains face aux violences policières. Et donc, les gens qui aiment ce groupe, a priori, sont soit afro-américains, soit en tout cas des gens qui se sentent concernés par le droit des Afro-Américains aux États-Unis. Donc évidemment, si vous apprêtez à voter démocrate et qu'on vous diffuse des articles disant « vous êtes vraiment sûr que vous voulez voter pour elle alors qu'elle soutient les policiers », voilà, c'était un peu plus fin que influencer de manière mécanique l'opinion des indécis. Et puis, troisième point qui est important,
c'est la question de l'industrialisation des rumeurs qui, là, est portée par le modèle économique des réseaux sociaux et, en fait, plus largement, le fonctionnement du marché publicitaire sur Internet. Alors, il y a un exemple qui est très connu, qui est celui des adolescents en Macédoine, qui étaient des adolescents de 15, 16, 17 ans, qui, pendant la campagne américaine, ont fait une centaine de sites pro-Trump. Ils diffusaient les fausses informations sur le Facebook américain et ils pouvaient gagner des milliers de dollars par mois avec leur fake news. Il y a le cas de Paul Horner aux États-Unis qui est très connu. En fait, le mécanisme il est très simple. Je fais un site de fausses informations où je commence à raconter n'importe quoi. Je demande à Google d'héberger de la publicité sur mon site. À chaque fois que quelqu'un va sur mon site, qu'il voit la publicité ou qu'il clique dessus, l'annonceur paye, Google et moi, on se répartit la somme qui a été payée. Donc je gagne de l'argent grâce à Google comme ça. Je vais sur Facebook pour diffuser ma fausse information en ciblant justement un public particulier. Allez, si je fais des fake news sur les migrants, je vais viser plutôt un public senior, plutôt identifié comme conservateur, etc., etc. Parce que c'est plutôt eux qui vont les partager et plutôt eux qui vont faire venir des gens sur mon site. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils voient des publicités, j'engrange des revenus publicitaires par ce biais. Donc ça, c'est une mécanique qui est très bien huilée, qui permet à beaucoup de gens de gagner de l'argent et beaucoup d'argent avec des fausses informations politiques. Donc il y a toute une économie de la fake news qui me semble-t-il, n'existait pas au temps des rumeurs pré-Internet et pré-réseaux sociaux. Et ça, cet enjeu d'argent, il est bizarrement absent de toutes les lois qui cherchent à réguler les problèmes de désinformation ou de discours de haine sur Internet. La loi contre les manipulations de l'information, il n'y a rien sur les régies publicitaires. La loi Avia, bon, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir sur les discours haineux. Dans le rapport Avia, il y avait des choses sur le marché publicitaire à suivre si dans la loi, ça va se transformer. Le rapport récent sur la régulation des réseaux sociaux, voilà, enfin, ça, en tout cas, c'est le parent pauvre. Alors qu'il y a vraiment un enjeu majeur qui est que, aujourd'hui, les annonceurs qui payent pour que leur publicité soit hébergée sur des sites, ils ne savent pas sur quels sites sont hébergées leurs publicités. Donc si vous êtes Coca-Cola ou Renault, potentiellement, vous n'êtes pas au courant que vos publicités s'affichent sur des sites haineux ou des sites qui produisent des fake news. C'est un problème. C'est tellement un problème que dans le monde du marketing, ça a créé un nouveau domaine qui est ce qu'on appelle le brand safety. C'est-à-dire qu'on va avoir des acteurs qui vont arriver sur le marché publicitaire en disant « Nous, le produit qu'on vous propose, c'est une liste noire de sites haineux ou qui font de la désinformation, et vous pouvez demander à Google ou aux autres d'exclure ces sites lorsque vous diffusez vos publicités pour être sûr d'être dans une campagne saine, c'est-à-dire vous n'allez pas financer des groupes haineux, vous n'allez pas financer des groupes de désinformation, voire des groupes djihadistes. Il y avait une enquête du Guardian qui était assez saisissante sur le sujet. On voyait une image de Daesh avec un bandeau publicitaire financer le Guardian, devenait un membre du Guardian. Donc évidemment, le Guardian n'avait aucune idée que sur YouTube, il pouvait contribuer à financer des pages djihadistes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un enjeu très fort de régulation de ce phénomène des fake news dont on parle assez peu alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc voilà, les trois éléments que je voulais souligner, ces éléments de contexte de réseaux sociaux comme marché de l'information, de l'alliance avec le marketing ciblé comme outil de propagande politique et de marché publicitaire qui va favoriser une industrialisation des rumeurs. Voilà. Merci. Oui, super. D'abord, merci beaucoup Florent et Mathias pour ce colloque, cette invitation, et merci aux intervenantes et intervenants qui m'ont précédé. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Alors, si je suis là, c'est parce que, effectivement, comme tu as eu la gentillesse de le rappeler, j'ai publié il y a quelques mois un petit livre qui s'intitule Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir. Je précise tout de suite que c'est un essai. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire... Premièrement, que ça n'a aucune prétention scientifique. Enfin, voilà, on a entendu des historiens, des anthropologues, des géographes, etc. Moi, vraiment, c'était un essai au sens plein du terme. Et ça veut dire aussi que c'est un livre, voilà, qui a été écrit
de manière sûrement trop rapide, mais en fait en réaction, produit par une forme d'agacement en fait, tout simplement, face à la généralisation d'un terme qui, comme Mathias le rappelait ce matin, hein, c'est le terme de post-vérité en l'occurrence, a reçu en 2016 le prix prestigieux de mot de l'année par le dictionnaire de Oxford. Et voilà, moi j'ai vu, comme vous tous, hein, comme vous toutes et tous, ce terme se généraliser là ces derniers mois, ces dernières années. J'ai commencé à essayer d'aller comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière, et ça m'a plutôt effrayé. Et je me suis dit, mince, on a déjà eu le même problème depuis 10-15 ans avec le terme de populisme. Voilà, bon, si on remonte, hein, on en trouve déjà des traces il y a 20-30 ans, hein, populisme. Mais depuis 10-15 ans, on l'a vu comme ça se répandre un peu partout, et je trouve qu'il a beaucoup plus obscurci les réalités qu'il ne les a éclairées. Et je me suis dit, bon, si on avait fait le travail à temps, on aurait pu... soit carrément, c'est ce que propose Sandra Legier justement, bannir de notre vocabulaire académique le mot de populisme, soit, version plus soft, au moins lui donner un contenu conceptuel un peu précis. Ça n'a pas été fait, aujourd'hui on est dans la pagaille actuelle avec ce terme. En tout cas, ça n'a pas suffisamment été fait à mes yeux, et voilà, post-vérité, bon, cette histoire est plus récente, ce mot connaît une inflation galopante, on peut avec des logiciels là comme Google Ngram ou Retro News, etc., vous pouvez mesurer, vous voyez, là, bondissant, enfin je vous ai pas amené de graphique et de PowerPoint, mais voilà, il y a une inflation galopante de ce terme. Et comme c'est assez récent, je me dis qu'il est peut-être encore temps d'essayer de préciser les choses, et c'est pour ça que je me suis penché dessus. Donc, dans la définition qui en est couramment donnée, qui est assez bien synthétisée par le dictionnaire d'Oxford, c'est vraiment post-vérité, c'est l'idée que les sociétés occidentales seraient aujourd'hui en train de basculer dans une nouvelle ère, caractérisée par le fait que l'opinion publique se fonderait désormais moins sur des faits objectifs que sur des émotions, des impressions, des opinions subjectives. Voilà, c'est ça. La grande idée. Et quand on creuse, s'il y a un basculement historique, se pose tout de suite la question de savoir ce qui a provoqué ce basculement. Alors en général, il y a tout un tas de facteurs qui sont avancés, mais quand même, quand on regarde bien, celles et ceux qui utilisent ce terme de post-vérité mettent en avant quand même un facteur prépondérant qui expliquerait qu'on aurait basculé dans l'ère de la post-vérité, c'est le numérique, les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça qui serait un petit peu responsable de ce basculement. Et moi, très clairement, je m'inscris en faux avec l'essentiel de ce discours. Y a une idée que je conserve qui est importante, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, et le numérique, tout simplement, Internet, c'est quelque chose qui s'est démocratisé depuis une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui a pris une place prépondérante dans nos existences, en France, en Europe comme ailleurs. Aux États-Unis, en France, presque 50% des gens ont Facebook comme première source d'information. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux sont devenus quelque chose de central dans nos vies, et que ça a des effets politiques majeurs, mais l'idée par contre que je conteste, c'est que ces effets sont majoritairement négatifs. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a questionné en fait. Moi, je me suis demandé est-ce que les réseaux sociaux nuisent en fait à la qualité du débat public, et j'en savais rien en fait. Donc je suis allé sur Kern, et puis en fait surtout sur JSTOR, c'est là que j'ai trouvé le plus d'articles. Il y a un nombre en fait d'études qui ont été menées avec des méthodologies hyper différentes, mais il y a un nombre mais j'ai trouvé des dizaines d'articles en fait qui mettaient en place des expérimentations ou voilà qui travaillaient de différentes façons pour essayer de voir si justement Twitter, Facebook, l'anonymat, les blogs, etc., YouTube, si tout ça nuisait ou améliorait la qualité du débat public. Je me suis un peu perdu là-dedans. Il y a tellement d'articles sur ce sujet qu'en fait, il y a des articles on a des collègues en SHS qui ont lu tous ces articles et qui ont fait des articles bilan en fait là-dessus pour essayer de répondre à la question. Et finalement, quand on lit ces quelques articles bilan, la réponse, bon, elle est extrêmement banale. Elle est que les réseaux sociaux, ça produit le meilleur comme le pire. Le numérique, ça a permis l'émergence de la fachosphère. Alain Soral, qui était boycotté par toute la presse et tous les médias, a pu, avec Égalité et Réconciliation, trouver une audience, mais parce que Internet. Mais en même temps, Internet, c'est pas que Alain Soral, c'est aussi Mediapart, c'est aussi Reporter, c'est aussi des choses, c'est aussi des blogs qui, lors de la campagne de 2005 contre le traité constitutionnel européen, ont permis de faire entendre un autre son que celui de tous les éditorialistes de la presse quotidienne nationale française. Donc voilà,
voilà, c'est un peu, conclusion, en fait, il y a du bon comme du moins bon. Et alors, l'autre grande idée quand même, je veux dire, qui est pour le coup, qui est l'idée centrale, le présupposé central de la post-vérité, c'est qu'on serait passé dans une nouvelle ère. Donc s'il y a post-vérité, ça veut dire qu'avant, quelque part, on était dans... c'est littéral, on était dans l'ère de la vérité, ou en tout cas, on était dans une ère où la vérité était plus proche, où nous étions plus attachés à la vérité que nous ne le sommes aujourd'hui. Et là, je ne vais pas développer, mais très clairement, ce constat, moi, je le récuse, quoi. Je pense que c'est une double erreur. C'est une façon d'abord d'idéaliser le passé, d'idéaliser le XXe siècle, en le présentant justement comme un siècle du coup de la vérité, alors que c'est quand même celui qui a inventé la propagande à des fins commerciales, à des fins électorales. C'est le siècle des totalitarismes. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, quoi. Donc ce concept de post-vérité idéalise le passé et en même temps aussi, je pense, en un certain sens, diabolise le présent en occultant le fait que, Wikipédia aussi, j'ai pas parlé de Wikipédia, le logiciel libre, toutes ces choses-là aussi sont surgies par Internet. Internet, c'est pas que les grandes multinationales et les États qui surveillent les citoyens, violent la vie privée. Il y a aussi l'envers qu'il faut prendre en compte. Donc, il y avait cet aspect-là. Un autre point peut-être important, c'est que j'ai essayé de faire, alors c'était pas facile à faire, mais j'ai essayé de remonter à la source du terme. J'ai pas identifié quel était le premier à avoir parlé de post-vérité, j'ai plutôt identifié une constellation de publications de divers statuts, et en fait c'est dès les années 80 qu'on voit émerger le concept de post-vérité, et pas n'importe où aux États-Unis, mais dans la galaxie intellectuelle néoconservatrice. Et c'est assez intéressant parce que c'est à ce moment-là, en fait, le concept, c'est une arme, idéologique et politique contre qui ? Contre l'autre, disons, grande fraction des classes intellectuelles américaines, à savoir la gauche, tout simplement, pas la gauche partisane du Parti démocrate, mais plutôt la gauche des universités, qui, dans les années 70, donc dans la décennie d'avant, c'était elle qui avait le vent en poupe parce qu'il y avait tout un tas de mouvements sociaux, contre la guerre au Vietnam, mouvements étudiants, mouvements féministes, etc., mouvement des droits civiques, bien sûr. Et ces mouvements sociaux allaient, je suis désolé, je résume vraiment à la hache, mais allaient de pair aussi avec le progrès d'idées. C'est la French Theory qui arrive, et c'est le développement des gender studies, des post-colonial studies, des science studies. Donc c'est plutôt la gauche intellectuelle qui a le vent en poupe dans les années 70. Et il y a un backlash ou un espèce de retour, de contre-offensive des néoconservateurs dans les années 80. Et une des principales cartouches de cette contre-offensive, c'est le concept de post-vérité qui va permettre de dire, regardez, on est entré dans une ère où tout se vaut, c'est le relativisme à cause de ces gender studies, ces post-colonial studies, et le pire, c'était les science studies, parce que vous vous rendez compte, ces gens-là nous disent qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités qui sont toujours subjectives et incommensurables, que derrière tout savoir, il y a un rapport de pouvoir. Vous comprenez, dès qu'on rentre dans ce genre d'idées, forcément, on porte atteinte à la vérité et on enclenche un engrenage qui va, in fine, précipiter la société dans... le chaos généralisé, c'est un petit peu ça l'idée. Donc je pense que c'est intéressant quand on utilise un concept, aujourd'hui on l'utilise beaucoup, de savoir un petit peu d'où il vient. Je ne dis pas que ce concept est figé, qu'il est resté la propriété des néoconservateurs, c'est même pas vraiment le cas, puisqu'aujourd'hui justement c'est plutôt des libéraux, des démocrates qui l'utilisent pour pointer les ignominies, les alternatives fax de Trump et de tous ces épigones. Donc le concept est malléable aussi, mais je pensais que c'était important de rappeler cet élément-là. Et peut-être un dernier point pour conclure, parce que, alors je suis désolé pour tous les philosophes qui sont dans la salle, parce que là je vais vraiment y aller à la hache, mais il y avait aussi dans mon travail la volonté de défendre une conception, alors qu'on pourrait dire machiavélienne, qu'on pourrait dire arendtienne aussi, je vois un fil en fait entre ces deux auteurs, de la politique, et alors notamment ce très beau texte qui avait aussi été évoqué ce matin par Mathias de Arendt sur vérité et politique qu'elle a écrit dans les années 60, je le trouve absolument... beaucoup de monde le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut aller le lire, il est absolument passionnant. Arendt dit une chose, et c'est là que je m'excuse auprès des philosophes parce que je résume un peu trop brutalement, mais elle dit une chose, elle dit que le sens de la politique
ce n'est pas la vérité. On ne fait pas de la politique pour endiguer le mensonge ou les erreurs ou les errances et pour rétablir la vérité dans son droit. Mais le sens de la politique, ce n'est pas la vérité, c'est la liberté. C'est la liberté, le sens de la politique. Et auxiliaire de cette idée-là que la liberté est le sens de la politique, eh bien, du coup, afin de défendre la liberté, on peut être amené, ça fait partie pour elle des moyens légitimes, des moyens d'action légitimes qui sont voilà, dans la panoplie des moyens d'action politique, on peut être amené à mentir. Hannah Arendt, dans ce texte, elle fait une défense du mensonge en politique, alors pas de tous les mensonges évidemment, il n'y a pas d'impératif catégorique à mentir, c'est plutôt une défense du droit au mensonge dans certaines circonstances, mais voilà, elle réhabilite le menteur en expliquant que le menteur, c'est celui qui à un moment dit que la réalité est autre chose que ce qu'elle est, afin précisément de transformer cette réalité. Et elle dit la liberté humaine, c'est notre capacité à dire qu'aujourd'hui il fait un temps absolument rayonnant alors qu'il pleut des hallebardes. Elle dit c'est ça la liberté en fait. Et donc voilà, il y a une réhabilitation, disons en quelque sorte, en tout cas elle fait droit de cité, disons plutôt, au mensonge en politique, et je pense que ça ouvre des pistes assez intéressantes. Et il y a une deuxième grande idée qui est vraiment intéressante chez Arendt aussi, c'est de dire, et là peut-être qu'on en revient à la question de est-ce qu'il y a du nouveau avec l'infox, c'est elle dit attention, il y a deux choses très différentes. Il y a la vérité d'un côté, mais à la vérité peuvent s'opposer deux choses. La première, c'est, disons, on peut comme ça typifier deux adversaires, deux contraires, disons, de la vérité. Il y a le mensonge, bien sûr. Mais le mensonge, dit-elle justement, c'est pas si grave parce qu'en réalité, pour mentir, celui qui ment, il connaît la vérité. Enfin, par définition, si je vous raconte un mensonge, c'est que je sais quelle est la vérité. Je la garde, je la conserve pour moi-même, éventuellement pour la partager à mes amis et mes alliés, mais je vais la cacher à mes adversaires. Voilà. Mais le menteur, en fait, il continue de maintenir une idée de la vérité. Et elle dit, dans les régimes totalitaires, on était au-delà du mensonge, en fait, et de la vérité et du mensonge. On était dans des situations où, en fait, la distinction entre vérité et mensonge était entièrement diluée. On avait perdu le sens même de ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ça qui produit la désorientation, la désolation, elle dit. Et c'est peut-être ça, justement, c'est quelquefois, parfois, quand on entend Trump, alors évidemment, il y a tout un tas de mensonges sciemment énoncés, mais parfois aussi, on a l'impression, son expression favorite, j'avais lu un article justement du New York Times là-dessus, son expression favorite à Donald Trump, quand des journalistes lui opposent des faits qui contredisent son récit ou lui opposent des contradictions dans son récit, c'est « who cares ?» Who cares? Il répond ça tout le temps. Who cares? Voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et là, dans ce who cares, il y a l'idée que oui, c'est ça. Là, c'est même plus du mensonge. C'est mais peu importe en fait. Je sais que je mens. Vous savez que je mens. Tout le monde sait que je mens. Mais c'est pas grave en fait. On est au-delà de la vérité et du mensonge. Et c'est peut-être ça qui porte le plus fortement atteinte au fondement d'une société démocratique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez tous les deux dit, et beaucoup de choses sur lesquelles, me semble-t-il, on peut revenir, et notamment, il me semble que vous pouvez déjà vous répondre l'un l'autre. Il y a déjà un premier point, me semble-t-il, sur lequel, Romain, vous pouvez peut-être réagir, c'est sur justement, y a-t-il basculement ou non avec Internet, puisque, justement, Emmanuel a l'air de dire que la question n'est pas là. Eh bien, moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense que c'est pas Internet qui change les manières de réfléchir, que Internet rend pas les gens plus crédules, mais plutôt qu'il agit comme un révélateur et qu'on peut, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, voir des conflits de valeurs, des conflits de rationalité qui existent dans la société, mais qui étaient moins visibles dans l'ère pré-Internet, tout simplement parce qu'ils étaient gommés par l'opinion majoritaire qui s'exprimait davantage dans les médias de masse. Juste pour revenir sur la question de la post-vérité, moi je suis d'accord que c'est un terme qui n'est pas très intéressant et que de dire qu'il y a eu une ère vérité, non. On sait bien que les émotions ont toujours joué un rôle essentiel dans le débat public, que la raison n'a jamais été le phare qui guidait les échanges politiques, ça c'est clair et net. Mais en fait, je pense qu'il faudra arrêter de parler de vérité. Par contre, je pense qu'on pourrait
davantage parler de réalité. C'est-à-dire que dans celle qui a remis au goût du jour cette idée de post-vérité, c'est aussi Katharine Wiener, donc la rédactrice en chef du Guardian, qui le lendemain du Brexit, enfin dans les jours qui suivent, a publié une longue tribune qui s'appelait How Technology Disrupted the Truth, où elle parle de post-vérité justement. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est pas que il y a un truc nouveau qui est que les citoyens s'en fichent que ce soit vrai ou faux. Elle dit ce qui est nouveau, c'est que les personnalités politiques s'en fichent aussi. C'est-à-dire que le camp pro-Brexit avait tagué en énorme sur leur bus de campagne 350 millions de livres seront reversés au système de santé, c'est ce qu'on paye à l'Union européenne, etc. Et le lendemain du Brexit, Nigel Farage, sur les matinales, dit ouais, mais en fait, c'est pas possible. Ça. Oui, mais on a dit ça, mais voilà. Donc elle disait, il y a quand même un statut de ce des faits qui pose problème. Et ça, c'est vrai que autant vérité, il y a une question d'interprétation qui fait que, ok, chacun a sa vérité, on voit pas tous la même chose, ce qui est totalement vrai. Par contre, il y a quand même des faits, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se sont produites et d'autres qui ne se sont pas produites. Certaines personnalités politiques ont dit des choses ou ne les ont pas dites. Des événements ont lieu ou n'ont pas lieu. Donc je crois que c'est Boltanski qui faisait justement cette distinction entre vérité et réalité, entre le monde tel qu'il existe et le monde tel qu'on le fait exister. Et ça, je pense quand même que c'est important que dans le débat public, on s'attache à certains critères, pas forcément de rationalité, mais en tout cas de se dire ça existe ou ça n'existe pas. Après, l'interprétation qu'on en a, elles vont totalement diverger, mais il faut qu'on arrive quand même peut-être à se mettre un minimum d'accord là-dessus. Et puis aussi, juste sur est-ce que les réseaux sociaux nuisent au débat public? Alors moi, je ne pense pas du tout que les réseaux sociaux nuisent au débat public. Du coup, je pense qu'à l'inverse, ce sont des outils de démocratie qui ont permis un débat public beaucoup plus inclusif, en permettant à des gens qui étaient exclus de l'espace médiatique de pouvoir faire entendre leur voix, de bénéficier d'un pouvoir de mise à l'agenda. Ça, c'est très très clair. Les médias alternatifs ou communautaires ont permis voilà, aussi de montrer beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Mais que justement, est-ce que c'est le meilleur comme le pire? En fait, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que qu'est-ce que Internet fait au débat public? Très concrètement, il ouvre le débat public. C'est-à-dire que Internet, c'est un réseau de communication décentralisé auquel il est très facile d'avoir accès et sur lequel il est très facile de publier. Donc tout le monde peut publier, tout le monde peut faire entendre sa voix. C'est super, c'est très bien pour la démocratie. Par contre, ça veut dire que parmi ceux qui vont s'exprimer, il n'y aura pas que des progressistes, il n'y aura pas que des gens bien intentionnés, il y aura etc., etc., etc. Donc il y a les deux facettes d'une même pièce. On ouvre le débat public, mais on l'ouvre à tout le monde. Ce qui change aujourd'hui, avec l'idée qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir des désillusions par rapport à ça, c'est que ceux qui se sont saisis d'Internet dans ses premières années étaient plutôt des universitaires qui cherchaient à développer le savoir, des exemples comme Wikipédia, des communautés bienveillantes, si je puis dire, où on a toujours dit que le web penchait à gauche jusqu'au début des années 2010 aussi d'un point de vue politique. Et puis à partir du début des années 2010, il y a un inversement de la tendance. L'extrême droite investit massivement les Internet et les réseaux sociaux. On a une culture de l'échange qui se durcit avec beaucoup plus d'expression de haine, d'agressivité, etc., etc. Donc c'est plutôt ça qui change que c'est pas Internet, quoi. C'est plutôt une évolution comme ça, si je puis dire. Tu veux rajouter quelques mots pour non ou... D'accord. Alors il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Alors on a évoqué la question du basculement ou non avec Internet en disant que le problème, c'est pas Internet lui-même et qu'Internet est un révélateur. Mais alors, il est un révélateur de quoi? C'est-à-dire que, parce que moi, je veux bien qu'Internet révèle quelque chose qui était peut-être déjà présent et qu'on voyait mal, mais il révèle quoi dans notre rapport au savoir, à ce qu'on croit être la réalité, à ce qui s'authentifie comme réalité de la part de ceux qui seraient investis justement de cette autorité, c'est-à-dire donc de cette autorité qui serait capable d'authentifier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc de quoi Internet serait révélateur ici? Et ça nous amène aussi à rediscuter peut-être du rapport qu'Emmanuel a abordé entre la question de la politique et la question de la vérité, justement. Donc, que tu as rappelé à travers donc, cette double référence à Machiavel et à Arendt, dont d'ailleurs je pense qu'elle ne signifie pas la même chose, mais peut-être qu'on y reviendra après avoir répondu déjà peut-être à cette première question. Donc je ne sais pas qui veut commencer.
De quoi c'est révélateur? De quoi Internet est révélateur? Selon moi, justement de la diversité des modes de rationalité ou des manières de voir qui coexistent au sein de la société. Il y a un exemple assez... je prends un exemple un peu précis sur le sujet d'un chercheur qui s'appelle Guillaume Carbou qui a travaillé sur Fukushima et sur les débats en ligne dans plein d'espaces différents, notamment des sites de presse, sur la perception que les internautes pouvaient avoir de Fukushima et de ses conséquences. Et il identifiait des idéotypes de manière de voir. Alors, c'était pas manière de voir le mot qu'il utilisait, mais c'est de manière de raisonner qui articulait des valeurs, des grilles d'interprétation, etc. Et donc, il y en avait, je sais plus, 7 ou 8, entre le mode ingénieur où on va voir un problème qu'il faut résoudre, le mode écologiste qui va avoir une manière de penser le problème totalement différente. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, on a des types de personnes qui parlent du même sujet, mais qui ont des manières d'en parler totalement différentes et donc qui ne se comprennent pas et qui ne pourront jamais se comprendre. Et ces manières de voir ou de raisonner, elles existent, elles ont toujours existé. Il n'y a pas une rationalité. Enfin, c'est pas la rationalité scientifique qui gouverne les manières de penser de chacun et chacune dans notre quotidien. On a tous des croyances, des valeurs, etc., etc. Donc ça a toujours coexisté dans la société, sauf que sur Internet, c'est beaucoup plus visible. Et étant donné qu'elles se confrontent, alors qu'elles ne se confrontent pas forcément dans le monde pré-Internet, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces dans lesquels on allait mobiliser une manière de voir plutôt scientifique, d'autres une manière de voir religieuse ou de la croyance, de la foi, une autre de l'écologie, etc. Et là, c'est vrai que sur Internet, tout se confronte et ça rend les choses beaucoup plus visibles. Et ce que ça révèle aussi, et je pense que là ce serait plutôt Sandra Logier qui aurait pu en parler, c'est justement, vous parliez d'autorité, cette prise de distance des citoyens et des citoyennes vis-à-vis de l'autorité intellectuelle des médias et des chercheurs, des universitaires, etc. Alors, dans le principe démocratie, elle appelle ça dans la prise d'autonomie des citoyens dans leur manière de formuler des jugements. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Et ça, c'est effectivement très fort et c'est très visible sur Internet. Oui, il y a une hypothèse que je voudrais ajouter en profitant de ce que Romain vient de dire. C'est donc tu as dit, je pense que ça c'est incontestable et c'est fondamental que Internet ça a ouvert l'espace. Alors pas à tout le monde, il reste des déserts pas bien couverts, il y a des questions d'âge aussi. Enfin bref, mais quand même fondamentalement ça a démocratisé l'accès à la parole publique et ça permet à n'importe qui sur Twitter d'interpeller directement un politique ou un médiatique ou un journaliste qui le raconte eux-mêmes. Et il y a encore 15 ans, ils étaient dans leur tour d'ivoire, quoi. Enfin, donc voilà, ça a créé ça. Moi, il y a donc, hypothèse que je suggère, c'est que le terme post-vérité, alors ça, moi, quand j'ai écrit mon livre, j'avais la tête plongée là-dedans, puis j'ai dit après autour de moi, voilà, je sors un livre sur la post-vérité, et les gens m'ont tous regardé avec des yeux écarquillés, mais c'est quoi la post-vérité? C'est quoi ce mot? Ils ne comprenaient même pas le mot que je venais de prononcer. Et donc, en fait, je me suis penché dessus après avoir écrit le livre, mais le terme de post-vérité, tu as cité l'éditorial sur lequel on revient souvent de Catherine Weiner, mais on retrouve le même type d'édito dans Le Monde, dans le Washington Post, dans le New York Times que celui du Guardian, des éditos qui disent on a basculé dans l'ère de la post-vérité et quand même qui pointent du doigt pas que les réseaux sociaux, mais en grande partie les réseaux sociaux. Et là, il y a et donc le terme de post-vérité, je pense, il est surmobilisé par les chroniqueurs, les journalistes, les éditorialistes, bref, les représentants de la presse, qu'elle soit écrite, mais peut-être aussi même audiovisuelle, qui sentent bien que d'abord leur parole est remise en question par une parole lambda, anonyme, citoyenne, on peut l'appeler comme on veut, mais qui sentent aussi, et là on revient au nerf de la guerre, c'est la question de l'argent, qui sentent aussi que désormais les publicitaires, ils vont mettre leur pub sur Facebook et plus au Figaro qui vient de supprimer une trentaine de CDI. Et donc en fait on peut aussi, c'est pas je veux pas tout réduire à ce facteur économique, mais on peut aussi prendre ça en compte. Et moi il y a une histoire que j'ai découvert en faisant ce livre qui m'a intéressé sur ces rivalités comme ça entre différents moyens d'information. Aujourd'hui la presse écrite versus les réseaux sociaux, j'ai repris l'histoire de Orson Welles et de son canular là, sur la guerre des mondes en 1938. Moi, je croyais, et en fait, comme beaucoup de gens quand même, je croyais, c'est l'histoire qu'on m'avait toujours racontée, qu'en 1938, il diffuse comme ça son espèce d'annonce, les extraterrestres envahissent la Terre, et qu'en réaction, ça avait créé des émeutes, des paniques aux États-Unis, même des suicides et tout. Et en fait, cette histoire est totalement fausse. C'est dans les jours qui ont suivi, c'est la presse écrite
qui raconte en fait ces mensonges sur les émeutes, les suicides et tout. En fait, il n'y a aucun suicide, aucune émeute. Mais pourquoi en fait? Et puis bon, après avec le temps, cette histoire, c'est encore plus, la bulle a gonflé encore plus. Et pourquoi en fait? Mais parce qu'à l'époque, la presse écrite, elle se fait, elle aussi, voler des parts de marché par un nouveau moyen de communication dont la moitié des foyers américains se sont dotés durant les années 30, c'est la radio, quoi. Donc là, se rejoue peut-être un petit peu ce genre de rivalité aussi aujourd'hui. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, mais bon, je ne suis pas spécialiste comme vous de la post-vérité, ni d'Internet, etc. Mais si j'essaie de réfléchir en fonction de ce que vous m'avez dit, en fonction de ce que j'ai entendu aujourd'hui, en fonction de ce que j'ai pu lire pour préparer ce colloque, je me dis que l'explication par la rivalité entre les médias ne peut pas complètement être satisfaisante, parce que, de fait, quand même, l'infox, ça marche. C'est-à-dire que Farage s'est promené avec un car et il a quand même, voilà, ça a marché. On arrive en lisant sur son bus un certain nombre d'informations totalement mensongères. Ça a quand même fonctionné et on voit que ça a produit un débat politique sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre et que ça marquera quand même l'histoire de l'Angleterre. Donc, si je reviens sur ce que vous avez dit et sur ce qu'on a pu comprendre de la rumeur dans ce qui s'est dit aujourd'hui. Il me semble qu'une des particularités de l'infox, c'est qu'elle a moins à voir avec la logique de la rumeur qu'avec la logique de la propagande. On est d'accord, puisqu'elle a une intentionnalité, d'accord. Mais alors, c'est là où ce serait très intéressant de réfléchir à la différence ou à l'histoire de la propagande et de voir que la propagande, elle a changé de forme. Et si elle a changé de forme, elle n'a peut-être pas forcément changé de forme pour des raisons simplement de médias, parce qu'elle passe par d'autres médias, même si, Romain, tu l'as dit, le média n'est pas sans effet sur le contenu de ce qui se passe, mais elle a aussi changé de forme parce qu'en fait, il ne s'agit pas de convaincre, hein, tu l'as rappelé, il ne s'agit pas de convaincre d'une certaine manière d'une proposition, de faire admettre une proposition, une vérité, il s'agit de distiller l'incrédulité. Et au fond, du coup, elle fonctionne sur le mode de la réalisation d'une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'il suffit de démentir le lendemain une infox, ce qu'a fait Farage, pour dire, vous voyez bien que de toute façon, il ne faut rien croire. Et donc ça fonctionne bien, ça continuera à fonctionner sur ce mode-là, on est d'accord. Donc il s'agit au fond d'une propagande, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ce que je dis, j'avance cette proposition à titre purement hypothétique, mais il s'agit d'une propagande totalement différente et qui échappe même d'une certaine manière à ceux qui la mettent en œuvre, parce qu'il n'y a pas de contenu d'une certaine manière desquels on voudrait convaincre un public informé, mais en fait simplement distiller de l'incrédulité par rapport, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ce qui était estampillé avant comme autorité, justement, capable de dire ceci est la réalité parce que cette information a été recoupée, parce que je peux vous dire que c'est avéré, alors que ça ne l'est pas. Romain. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Alors, on disait tout à l'heure que les fausses informations ont en fait un pouvoir limité sur l'opinion, enfin un pouvoir limité en termes de changement d'opinion, de faire évoluer les votes en période de campagne, par exemple, comme d'ailleurs tous les supports de communication politique, mais qui a des effets indirects. On parlait de mise à l'agenda, de démobilisation, et il y a cet effet encore plus indirect qui est d'alimenter une forme de défiance par rapport à la parole d'autorité, et ce qui est tout à fait le cas. C'est-à-dire que le grand message derrière tout ça, c'est de toute façon, effectivement, ne croyez rien. Ça, c'est clair. Mais c'est difficile, on ne peut pas le mesurer. Mais on peut imaginer que c'est un des effets les plus forts, même s'il est indirect. Après, par contre, sur les fausses informations aujourd'hui, il n'y a pas toujours de l'intentionnalité. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup justement de fausses informations utilisées à des fins de propagande politique. C'est une petite partie, en fait. C'est une petite partie de ces fausses informations. C'est la plus visible, ou c'est celle à laquelle nous, on s'intéresse le plus en tant que chercheurs, etc. Mais en fait, la grosse masse de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont des fausses informations sur la santé, qu'on voit peut-être davantage, qui est votre médecin vous a caché
que manger ce fruit allait vous protéger du cancer. Si vous buvez du thé, vous allez vivre 10 années de plus, etc., etc. Donc, ils sont des fausses informations bidons, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, ou alors on va surinterpréter quelque chose tiré d'une étude scientifique. Mais ce sont des fausses informations qui, en fait, n'ont pas pour volonté de nuire. Elles peuvent servir à gagner de l'argent, parce qu'on peut gagner de l'argent en faisant venir des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, mais ça fait parler, on produit des fausses informations, on aime les voir être partagées, les voir être likées, commentées, etc., etc. Donc il y a quand même différents degrés d'intentionnalité, celle dont on parle le plus étant l'intentionnalité politique, parce qu'évidemment c'est celle qui, pour le fonctionnement des démocraties, est potentiellement la plus dangereuse. Mais je pense que demain, j'ai vu que Dominique Cardon interviendrait, je pense qu'il reviendra justement cette question de l'influence et montrera qu'il n'y a pas, en partant justement de l'exemple d'Orson Welles, on peut voir une forme de panique morale aujourd'hui aussi derrière ces questions de fake news, quoi. En quel sens? Panique morale dans le sens où on en parle beaucoup, effectivement, on fait beaucoup d'articles sur cette question, mais que, fausse peut-être pas fausse, mais en tout cas que l'effet réel et concret reste à prouver, quoi. So first question for Roman. Don't you think it's because you said that what is new with this kind of communication that we have at this time, but don't you think that it is simply that the techniques that before were used only by mainstream media are now used by anyone? This is simply like that. Just to say that yesterday in Italy, all main newspapers published the news that in the Netherlands, 17 years girl was killed by euthanasia. Actually, the Netherlands refused that. So the story was different. They published that. So, and they are not social networks. So it is simply that they always did like that. And it's plenty of techniques of news media, of the news, of the journalism that have been largely used for 1 century. And now everybody can use them. So this is the first question. And the second one for both of you, I agree. I think my students are better than before, or at least equal. So I don't see any. But still, yeah. Don't you think it is true also that the internet is changing our perception of reality, and for the better? I mean. The point is really that human beings are usually going for what is convenient, and we are losing some capacities and we are getting others, and it's what we did already when the print was invented, and possibly when the writing was invented instead of the oral culture. So I think it is changing, and I would like you to say something about that. Thank you. Je peux répondre en français? Oui, oui, oui. Très... Okay. Alors, pour vous répondre, je dirais oui et non. Alors, oui, c'est vrai que ce que permettent les réseaux sociaux, c'est une forme de démocratisation des capacités de publier. Donc, effectivement, tout un chacun, enfin, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est beaucoup plus facile de publier, de toucher une audience, un public, etc. Par contre, ce qui est vraiment utilisé sur les réseaux sociaux, c'est moins cette idée, cette capacité de toucher un public qui existait avant les réseaux sociaux, avec les blogs, les sites internet, etc., que la possibilité de ciblage marketing. Et ça, les médias traditionnels ne peuvent pas le faire, ou en tout cas pas aussi bien. C'est-à-dire qu'on sait que Libération est plutôt lu par un public de gauche, citadin, que Figaro peut-être un peu plus âgé et de droite, mais c'est pas pour autant que les gens qui lisent le Figaro ne sont que des gens de plus de 50 ans, de droite, etc., etc. Alors que sur Facebook, si je
veux m'adresser uniquement à des gens de plus de 50 ans, de droite, et qui en plus écoutent du jazz et aiment bien manger leur viande rouge, enfin je dis n'importe quoi, mais ça va à ce niveau de précision, bah, je peux le faire. Et je peux faire en sorte qu'il n'y ait que ces gens-là qui voient mon message. Et donc ça, les médias parlent à un public. Par contre, ils ont assez peu de pouvoir sur qui les lit, en fait. Alors que sur Facebook, surtout sur Facebook d'ailleurs, celui qui publie a potentiellement un pouvoir très important sur qui va le lire par la suite. Moi aussi, mes étudiants sont meilleurs, mais ça fait moins longtemps que j'enseigne. Non, mais moi, c'est des questions, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a 2 questions qui m'intéressent sur le fait que, sur la manière dont Internet modifie notre rapport à la réalité. J'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur l'importance aussi peut-être de parler plus de la réalité que de la vérité. Il y a la grande question de l'anonymat. Enfin, c'est quand même, j'ai l'intuition, l'anonymat permet des comportements du type troll, du type harceleur, du type fouteur de merde, du type tout ça, qui sont beaucoup moins assumables quand si derrière il y a une responsabilité individuelle. Donc là, quand même, je pense que voilà, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et l'autre, moi, grand élément qui me questionne, alors c'est même en amont des réseaux sociaux ou d'Internet, c'est la question de l'écran, mais vraiment au sens physique du terme, quoi. Avoir un écran, alors au sens d'un écran cathodique qui s'interpose entre nous et la réalité, il s'interpose mais il s'interpose, et ce qui ne fait pas écran aussi à la réalité. Et là, c'est des réflexions qu'il y avait chez Baudrillard suite au 11 septembre. C'est des réflexions aussi de Judith Butler sur qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre que, je ne sais pas, il y a 200 jeunes Nigérianes qui se sont faites violer, mais de l'apprendre à la télé, ou d'apprendre qu'il y a un génocide à tel endroit, mais de le voir à la télé. Est-ce qu'il n'y a pas là... un évanouissement du réel, bon, ça c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas une forme de perte de substance du réel à travers l'écran. Bon, on est plus révolté, indigné par une petite altercation en bas de chez soi dans le métro que par des atrocités qui se commettent, mais dont on a accès seulement par l'écran. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de réflexions à mener. Moi, en tout cas, ça me questionne beaucoup, quoi. Même les soldats, les GI, les soldats américains là, qui pilotent des drones à 6000 km d'écart. Alors d'un côté, on peut se dire, du coup, vu qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont à 6000 km, ils sont aux États-Unis, ils pilotent le drone en Irak ou en Afghanistan. Et donc en fait, comme il y a une distance qui s'est mise, c'est plus facile pour eux de shooter comme ça des civils. Mais en même temps non, puisque ce qu'on a vu à un moment, on a dit oui, c'est plus facile pour eux de shooter puisqu'en fait ils sont pas là. Mais en fait, ils font tout autant de dépression et de suicide quelques années après que ceux qui tuent sur place à l'arme blanche. Donc voilà, c'est des débats qui sont importants, je pense. D'autres questions ? Julien ? Merci, oui, c'est une question à Romain Badoir. J'ai bien aimé sa présentation un peu nuancée et prudente de ce qui change et ce qui ne change pas, on va dire, avec l'ère des réseaux sociaux, et notamment l'insistance sur la dimension économique qui me semble effectivement capitale, le fait qu'il y a maintenant une monétisation directe de l'information, et aussi le diagnostic que c'était quelque chose qui était assez peu pris en compte dans les lois ou les projets de loi. Déjà, à mon avis, pour 2 raisons. C'est que d'une part, ça touche sur l'infrastructure économique d'Internet, bien au-delà de la question des contenus haineux, des fake news, etc. Et du fait aussi que, en fait, c'est un peu déconnecté, puisque finalement, quelqu'un qui veut monétiser un contenu qu'il met sur Internet, il est totalement indifférent à la vérité ou la fausseté de l'information. Il s'assied juste à la valeur, au retour qu'il peut en avoir. Et donc, c'est un peu déconnecté. Du coup, la question que j'avais, c'était est-ce qu'il y a des études qui montreraient que diffuser de manière ciblée une fausse nouvelle rapporte plus à valeur, monétiser le fait de diffuser des vraies informations, ou quelque chose qui n'est pas de l'information, c'est que je chante dans ma salle de bain, et que voilà, enfin moi si je chante dans ma salle de bain, je ne vais pas gagner grand-chose, mais donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose sur la valeur, une valeur économique pour le coup du faux, qui serait, avec les outils de ciblage de Facebook et autres, qui serait plus élevé que la valeur du vrai ou de tout autre contenu de l'information qui ne se reposerait pas en critères de vérité ou de fausseté? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui étudieraient justement cette question de valeur économique, mais ce serait intéressant justement de regarder ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est le volume de partage. On peut mesurer le volume de partage, et donc
assez logiquement, une information qui est plus partagée, elle va être plus cliquée, donc l'internaute va arriver sur un site où s'il y a de la pub, ça va plus rapporter. Donc on peut dire, si c'est plus partagé, la valeur potentielle économique, elle est plus importante. Et on sait que, alors il y avait une grande étude qui avait été publiée dans Nature justement sur le fait que la grande force des fausses informations, c'est qu'elles circulaient beaucoup plus rapidement, elles se diffusaient plus vite parce qu'elles étaient plus partagées plus rapidement. Et donc en ce sens, on pourrait tirer la conclusion que potentiellement elles rapportent plus, mais en fait, il faudrait nuancer ça en disant que en fait, quand on parle de fausses informations, on parle de plein de choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des fausses informations qui sont factuellement fausses. Non, cet événement ne s'est pas passé, Macron n'a pas dit ça. Mais il y a des événements qui sont prouvés. Mais entre les deux, il y a toute une zone grise, des contenus qui sont surinterprétés, des contenus qui sont tirés de leur contexte, des contenus qui sont très racoleurs. Et alors, a priori, alors ça c'est une étude que Libé en avait parlé, que je ne sais plus en quelle année c'était, 2017 je dirais, les contenus les plus partagés sur Facebook. Et donc dans les contenus les plus partagés sur Facebook sur l'année, il y avait beaucoup de sites alternatifs qui n'étaient pas forcément des sites de fake news, mais qui étaient plus partagés que les médias traditionnels, dans lesquels on allait trouver plutôt des médias d'extrême droite, donc qui faisaient un peu de la fake news, mais c'était pas forcément factuellement faux, des infos un peu racoleuses, des sites de santé, etc. Donc qui, eux, rapportent plus, mais ils rapportent plus parce qu'ils sont plus partagés, mais on ne peut pas tirer de ça que le faux rapporte plus que le vrai, même si je dirais plutôt que c'est le degré racoleur qui pourrait rapporter plus. Et je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous disiez, qu'en fait les annonceurs s'en fichent au final de savoir si leur publicité est publiée sur un site qui fait de la fausse information ou des discours haineux. Oui et non, c'est-à-dire que la plupart s'en fichent parce que les sites de fausses informations rapportent plus. Et ça, je pense à un rapport d'une association qui s'appelle Campaign for Accountability qui montre bien ça, que les sites de fausses informations rapportent plus que les sites classiques parce que justement ils sont plus visités, plus cliqués, etc. Donc la plupart des annonceurs ont intérêt économiquement parlant à ce que leurs pubs s'affichent sur des sites de fake news. Mais ça, ce serait oublier qu'il y a aussi des assos qui luttent contre la désinformation, et je pense à des assos comme Sleeping Giant, qui vont dire, par exemple, qui vont faire des campagnes de name and shame sur Twitter en disant « Hey, Zara, hey, H&M, vous avez vu que votre site, il est sur votre pub s'affiche sur des sites haineux, donc en les mentionnant ». Alors disant, vous savez que vous avez le droit de dire à Google que vous ne voulez pas être sur ces sites. Et ces campagnes de name and shame, ce que disait Sleeping Giant, alors après c'est eux qui le disent, hein, mais que par exemple sur un site comme Boulevard Voltaire en France, où ils ont identifié 1400 annonceurs différents qui s'affichaient, après leur campagne, il y en avait 80% qui s'étaient retirés du site. Donc justement, eux, ces annonceurs, on peut dire qu'ils sont hypocrites, parce que peut-être qu'ils savaient, mais que ça leur rapportait, donc ils étaient bien contents. Mais c'est oublier que sur ce marché de l'information, il y a aussi plein d'assauts, de militants qui vont pouvoir jouer, faire bouger les lignes, et donc avoir aussi leur influence sur la manière dont ça se passe. Et donc que les annonceurs, quelque part, sont forcés de s'y intéresser, même si vous avez raison de dire qu'à la base, ce n'est pas leur intérêt. Ah oui, bah là, effectivement. Il nous reste le temps de prendre une question, parce qu'après... Donc, vous avez parlé de l'aspect économique, mais j'aimerais aussi donc parler un petit peu de l'aspect politique au sens de who gets what, when and how, c'est-à-dire par exemple, toute la structure même des sites, des réseaux sociaux en tant qu'outil de partage, la manière dont les retweets et les likes sur Twitter vont être construits. Est-ce que Facebook va pousser plus haut les informations de médias qu'ils considèrent comme étant légitimes? Parce que c'est ça qui va véritablement conditionner la propagation des fake news. Mais donc Facebook et Twitter, par exemple, en mettant en place ce genre de... Ils vont se dire, par exemple, on va insister sur le système de like parce que ça a l'air bien, mais sans s'apercevoir qu'après, ça va également propager des fake news. Et au bout du compte, pour ces médias-là, à long terme, ce n'est pas avantageux pour eux qu'il y ait des fake news. Donc, en fait, ces réseaux sociaux se seraient trouvés investis d'institutions à caractère limite politique,
mais sans être conscient et sans avoir les connaissances pour gérer une telle situation, et donc se retrouverait un peu comme, pas comme un peu comme un État failli, mais ce serait un petit peu l'idée, avoir du mal à maintenir l'autorité. Eh bien, complètement. Alors, je pense qu'ils ont effectivement ce rôle politique aujourd'hui. Je pense qu'ils en ont conscience. Le problème que vous soulignez, c'est celui du design, de la conception technique des plateformes. Et effectivement, c'est hyper important. C'est-à-dire comment le design, les fonctionnalités d'un site vont influencer la manière dont on va se l'approprier et l'utiliser. Vous parlez du like, du partage, du retweet. Toutes ces fonctionnalités font que ça va accélérer le partage de l'information, ça va jouer sur les émotions, etc., etc. Ça, ce design, il n'est pas indépendant des enjeux économiques, c'est-à-dire que l'enjeu, pourquoi le design est comme ça? Pour que les gens restent le plus longtemps possible sur les plateformes, pour qu'ils voient le plus de pubs possible, pour que ça rapporte le plus d'argent. D'ailleurs, quand les réseaux sociaux ont cherché à s'attaquer au problème, ils ont d'abord joué sur des enjeux de design, notamment sur leurs algorithmes, donc qui vont hiérarchiser les informations qu'on voit dans nos fils d'actualité. Et la grande décision de Facebook, ça a été de dire, maintenant, les utilisateurs de Facebook vont voir moins de contenus qui viennent des pages, donc les pages, donc les pages de médias ou autres auxquelles on s'abonne. Ils vont voir davantage les messages des groupes, donc les groupes informels où on discute entre internautes lambda. Et mécaniquement, ça va faire descendre la propagation des fake news. Alors, c'est vrai, mais ça fait aussi descendre drastiquement la propagation des news tout court. Et les médias sont dégoûtés de ça, parce que c'est le trafic qui vient de Facebook leur rapporte énormément d'argent. Enfin, c'est une des revenus premières. Donc ça, cette question du design, elle est effectivement vraiment, vraiment très importante. C'est ce qui leur donne aujourd'hui un rôle politique. Et les États, il y a le thème de la responsabilisation des plateformes qui existe depuis des années, mais là, du coup, qui a pris un nouveau tournant avec cette question des fausses informations, où on a les pouvoirs publics qui vont déléguer quasiment des pouvoirs de censure, justement, aux réseaux sociaux, en leur disant « c'est à vous de faire le ménage, c'est à vous de supprimer des contenus ». De supprimer ou de rendre invisibles des contenus. C'est ça la chose. Parce que c'est ça la manière de censurer sur les réseaux sociaux, c'est que si moi je publie une information et que Facebook veut me censurer, ils ne vont pas forcément supprimer le contenu. Ils vont faire en sorte que cette information soit invisible sur le fil d'actualité de mes contacts. Donc l'effet elle-même, c'est que personne ne la voit. Par contre, moi, je vois que je l'ai publié, donc je ne peux pas me plaindre. Donc c'est très insidieux. Enfin, c'est un pouvoir qui est très fort et très peu visible, en fait. Et sur ce sujet-là, je vous conseille un article de Dominique Boulier dans Internet Actu, où il parle lutter contre le réchauffement médiatique. Où il parle de ça, justement. Il parle du design. Il dit que c'est le design qui fait que ça accélère la propagation des fausses informations. Et si on veut vraiment agir radicalement contre la propagation des fake news, eh ben, il faut ralentir. Pour ralentir ce flux, il faut jouer sur le design des plateformes. C'est une piste intéressante. Voilà. Merci à tous, merci messieurs d'abord. Et puis merci à tous pour cette très belle journée.